Je m'appelle Sophie Gergaud et en fait je suis chercheure et programmatrice indépendante et ma spécialité c'est les cinémas autochtones. J'ai pas mal accompagné l'équipe de programmation et pendant le festival j'accompagne des films. Donc comme je disais, ma spécialité c'est les cinémas autochtones, donc les cinémas qui sont réalisés ou produits par des autochtones. Et donc je suis plus impliquée autour des séances, évidemment autour de ces films-là. Donc il y a par exemple Real in June, Hollywood et les Indiens, le titre en français. Il y a un incontournable que le festival de Douarnenez est un des rares à pouvoir avoir retrouvé la copie. Un film qui est sorti en 98 qui s'appelle Phoenix, Arizona, qui n'a pas été projeté depuis des dizaines d'années. Donc c'est vraiment une pépite cette année au festival de Douarnenez. Et j'ai aussi j'accompagnerai de nouveau le film Blood Quantum par exemple, qui fait partie des films que j'aime accompagner parce que c'est des films dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des personnages autochtones. Oui, alors Blood Quantum, là aussi j'étais très contente que l'équipe de programmation du Festival de Douarnenez l'inclue dans les films proposés cette année, parce que là encore c'est assez rare. Donc Blood Quantum c'est un film de genre, c'est avant tout un film de zombies. Et c'est je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films dont les personnages principaux, l'essentiel du casting en fait, est autochtone. Là, on est sur une réserve fictive, mais quand même très inspirée d'une réserve réelle Micmac, qui s'appelle l'Istugouche en Gaspésie. Et donc le film a été réalisé par Jeff Barnaby, qui est un jeune réalisateur Micmac, originaire de l'Istugouche, qui était un fan, j'en parle au passé puisqu'il est décédé malheureusement l'année dernière à l'âge de 46 ans. Mais c'était un fan de films de genre et notamment de films de zombies. Et ça faisait très longtemps qu'il avait envie de réaliser ce film. Il a travaillé longtemps dessus à l'écriture, pendant une dizaine d'années. Il avait beaucoup de mal à monter financièrement le film. Il y avait très peu de producteurs qui trouvaient que c'était pertinent, en tout cas qui aurait du public intéressé par un film de genre sur une thématique autochtone avec un casting à 98% autochtone. Parce que, donc l'histoire de Blood Quantum, c'est qu'il y a une invasion de zombies et on se rend compte très rapidement que en fait, les zombies, les seuls qui sont contaminés par les zombies, c'est les blancs. Et que les Indiens sont les seuls à être immunisés. Donc derrière ça, comme tout film de zombies dans la tradition des films de George Romero, c'est une allégorie politique. Il y a énormément de sous-textes et d'une critique sociale profonde du Canada. Donc tout ça est nourri par toute la vie personnelle de Jeff Barnaby, par son œuvre aussi. C'était son deuxième long métrage de fiction. Avant, il a fait d'autres courts métrages, des films toujours très engagés politiquement, mais derrière la forme du cinéma de genre. Et donc là, c'est un film très abouti qu'il a mis, comme je disais, 10 ans à écrire, à pouvoir financer. Mais en même temps, malgré toutes ces difficultés, il était très content d'avoir mis tout ce temps-là pour l'écrire, parce que ça l'a beaucoup enrichi. Et il est sorti à une époque, la sortie cinéma était prévue pour mars 2020. Donc est arrivée, parce que tout le monde sait, la pandémie. Donc malheureusement, il n'a pas pu sortir en salle à ce moment-là. Il a été directement sorti sur des plateformes en ligne. Mais ça résonnait tellement avec l'actualité. Tout le monde, au-delà des seules populations autochtones, était concerné par cette thématique d'une invasion microbienne et comment on réagit par rapport à cette invasion. Est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on se replie sur soi et on a peur de l'autre, de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs, ou est-ce qu'on l'inclut et on essaye de tous s'en sortir ensemble? C'est vraiment ça qui est au cœur du film. Donc je disais que Jeff Barnaby est Micmac, il est originaire de la réserve de l'Istugouche. Et en 1981, sur la réserve, il y a eu un événement très très marquant. Donc lui, il avait 4 ans et ça l'a profondément marqué à l'époque. Les Micmacs ont été obligés de se défendre très fortement parce que leur droit de pêche au saumon était mis à mal par le gouvernement du Québec. Donc il y a eu une très forte mobilisation qui a été réprimée par la force. L'armée, la police montée canadienne a été envoyée, donc il y a eu des échauffourées. Et au fur et à mesure du mois de juin 1981, la révolte a grondé. Il y a eu des soutiens autochtones d'ailleurs. Il y a des autochtones d'ailleurs qui sont venus aider, soutenir les Micmacs. Et donc Jeff Barnaby situe l'intrigue de son film, qui est un film de science-fiction, mais il situe l'intrigue justement en 1981. Pour ce but-là. Et au début, les spectateurs, les spectatrices verront le virus arrive sur la réserve par la première manifestation du virus, c'est à travers des saumons qui sont affectés. Et ça, c'est pas anodin non plus, c'est une référence directe
cette mobilisation-là qui a vraiment eu lieu en 81, qui a été filmée par Alanis Obomsawin, qui est là présente toute la semaine au festival, et qui a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Les événements de Restigouche, qui est sorti en 84, que Jeff Barnaby a vu plus tard. Hein. 84, c'était un peu tôt, il était un peu jeune, mais il l'a vu quand même jeune adolescent. Et c'est ça qui l'a profondément convaincu qu'en fait le cinéma pouvait servir à porter la voix des autochtones et à se faire entendre. Et même si lui n'a pas choisi la voix documentaire, ce documentaire d'Alanis et les autres, parce c'était un fan aussi inconditionnel du travail d'Alanis Obomsawin, ça l'a profondément nourri et ça nourrit son envie de faire des films par la suite. Et je conseille à tout le monde d'aller voir le film l'incident de Restigouche, qui est disponible en ligne en fait sur le site de l'Office national du film canadien. C'est vrai que donc il y a Aurore boréale qui est aussi un film qui s'appelle Slashback en anglais, qui a été le gros événement de l'année dernière, une sortie en salle au Canada, et donc un film de genre là aussi. Alors je tiens aussi quand même à dire que Blood Quantum, c'est un vrai film de zombies avec des vrais zombies qui font peur, du sang qui gicle partout, donc c'est vraiment aussi pour un public averti quand même. Slashback, Aurore boréale, c'est pour le public peut commencer plus jeune, par contre. C'est plus un film qui plaît à tout le monde, mais qui est totalement adapté pour un public adolescent. Mais ça reste de la science-fiction avec un alien qui investit le corps d'un ours polaire. Donc c'est à la fois très original, en tout cas pour un public français, on n'a pas l'habitude de voir des films faits par des autochtones et avec des personnages autochtones qui soient des films de science-fiction. Et pourtant, c'est un genre qui est très très prisé par plein de communautés. Déjà, ça fait appel à... Ça résonne avec beaucoup de leur mythologie, beaucoup d'histoires qu'on se raconte depuis qu'on est tout petit dans les communautés, y compris dans le Grand Nord, pour se faire peur aussi et pour aussi apprendre aux enfants à ne pas s'éloigner trop du campement. Donc il y a plein d'histoires comme ça, mythologiques, avec des animaux, des êtres, quel que soit l'être... qui sont là pour faire peur. Donc, depuis tout le temps, on s'est raconté des histoires comme ça. Et par exemple, le Wapikoni aussi, qui est un organisme de formation qui est présent pendant le festival. Il y a plusieurs projections de films du Wapikoni qui existent depuis 2004. Donc cet organisme qui va dans les communautés isolées autochtones, qui les forme pendant un mois à l'écriture, à la réalisation et au montage cinéma. Sur les centaines de films produits chaque année par les jeunes, il y a très très souvent des films. Les films de science-fiction, pour que ce soit crédible, il faut que des effets spéciaux soient à la hauteur. Donc ces petits films, ça reste de l'amusement pour ces jeunes-là qui font. Mais c'est quand même un premier jet. Et c'est ce qu'ils veulent raconter en premier. C'est ce qui a le plus de succès. Ils adorent après. Projeter leurs films à leurs copains, et c'est vraiment très... Donc ça a toujours été depuis très longtemps. Et c'est très récent, Jeff Barnaby, du coup, Blood Quantum, et puis Slashback l'année dernière, ça montre bien que enfin les financeurs, ceux qui ont l'argent, pour justement que les effets spéciaux soient beaux et crédibles à l'écran, ont compris qu'il y avait un public très large, pas juste un public autochtone, pas juste un public d'ethnologues. Jusqu'à présent, on disait toujours que les films faits par des autochtones, ça intéressait que les autochtones eux-mêmes et des anthropologues. Bah non, en fait, ça intéresse tout le monde. Et le genre du cinéma de science-fiction, d'horreur, est fortement investi. Il y en a plein là qui vont sortir bientôt. Donc c'est chouette qu'ils aient été programmés à Douarnenez, et c'est très révélateur en fait de cette nouvelle vague de création autochtone. Donc on parlait du film Hollywood et les Indiens, que moi je présente toujours sous son titre original en anglais. D'ailleurs au Canada, en fait, même Canada francophone, il est sorti initialement sous son titre anglais. Et Arte était coproducteur du film, donc quand il y a eu la diffusion à la télévision française sur Arte, il y a un titre français qui a été ajouté qui s'appelle Hollywood des Indiens, mais on perd toute la finesse et toute la drôlerie qui résume tout le film. Donc Real Injun, qui s'écrit R-E-E-L, et plus loin Injun, I-N-J-U-N. C'est un double jeu de mots, donc à la fois Real, en anglais R-E-E-L, ça veut dire la pellicule de film, et quand on l'entend, on peut aussi confondre avec real, R-E-A-L, qui veut dire véritable.
Et Injun, c'est l'insulte en fait qu'on retrouve, qui peu à peu s'est imposée au gré des westerns. Donc quand les cow-boys appellent un Indien de manière assez péjorative et discriminante, avec l'accent cow-boy, ça donne Injun. Et donc Real Injun résume tout le but du film, qui était de montrer comment, à travers un siècle de représentation des Indiens au cinéma, l'Indien d'Hollywood est devenu finalement dans l'imaginaire collectif le véritable Indien, et on en oublie toute la diversité des communautés, des nations autochtones à travers toute l'Amérique du Nord. On en oublie que c'est des communautés très vivantes aujourd'hui, alors que Hollywood, au cours du siècle, nous a un peu fait croire que c'était des êtres du passé et qu'ils étaient tous voués à disparaître. Donc voilà, donc ce titre est vraiment une trouvaille du réalisateur Neil Diamond, qui écrit, qui est... Real Injun, c'est son idée à lui, c'est vraiment... même si après, comme tout film, c'est une équipe qui a réalisé le film, vous avez là la personnalité de Neil Diamond qui est résumée, c'est très perspicace, humoristique, et en anglais on dit straight to the point, ça va directement sur le sujet qui est décrit. Voilà. Il y a à la fois le cinéma de genre qui enfin commence à percer, alors que l'appétit était là depuis longtemps, et l'humour, c'est aussi quelque chose qui manquait terriblement dans les films faits par des non-autochtones, qui se concentrent beaucoup sur tout ce qui est triste, tragique, toute cette histoire évidemment dont il faut parler, mais au bout d'un moment, ça donne que des films très très lourds à porter, très, très durs à diffuser. Alors qu'en fait, quand vous avez n'importe qui va sur une communauté, est accueilli dans une communauté autochtone, quelle qu'elle soit, l'humour est constamment présent tous les jours. Et ça, j'avoue que c'est aussi ce qui m'a plu quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma autochtone, c'est que je retrouvais cette patte-là qu'on vit quotidiennement en fait, sur place. Et l'humour, enfin, là aussi est reconnu. Mais en fait, il y a un peu comme une illégitimité d'un point de vue extérieur. Je pense que des cinéastes en fait, qui vont faire traiter d'un sujet aussi tragique se sentent pas légitimes, eux, d'ajouter de l'humour là-dedans. Alors que c'est la force des cinéastes autochtones aussi, eux, ça fait partie de leur quotidien, et en plus, ils sont légitimes, partout. Ça, c'est vraiment... ça traverse énormément de communautés autochtones, c'est l'humour... L'humour, y compris envers soi-même, c'est-à-dire l'autodérision, permet aussi, c'est une arme pour s'en sortir en fait. Si vous n'avez plus d'humour, vous avez plus rien. Donc ça, c'est très très présent dans énormément de films autochtones. Il y a beaucoup de films qui sont présents au Festival de Douarnenez qu'on peut retrouver dans une émission de radio qui s'appelle Ciné Alternatif. Et il y a plusieurs épisodes qui ont été réalisés sur notamment Hollywood et les Indiens. On a fait un entretien avec le réalisateur, mais aussi du cinéma de genre. En fait, on fait beaucoup de reportages au sein de festivals, donc de festivals à la fois au Canada, à Imaginative à Toronto, mais aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a tout un courant très très fort. Il faut vraiment se rendre compte que là, à Douarnenez, même si vous avez énormément de films, c'est encore plus énorme en fait la production autochtone contemporaine. Il y a énormément de films à voir et à diffuser, et il y a ce mouvement en fait, et ce réseau de festivals internationaux autochtones, donc avec des contenus entièrement réalisés par des autochtones. Et donc Ciné Alternatif, l'émission, c'est un peu une mise à jour, une actualité. Donc l'émission existe depuis 5 ans. Et ça vous permettra de creuser un peu plusieurs films que vous aurez vus là, et puis d'autres sujets aussi divers et variés.